Donc, la table ronde s'intitule « Rôle des pouvoirs publics dans la transition numérique ». Moi, je suis chef de projet accompagnement des entreprises à la Fonderie. La Fonderie, c'est l'agence numérique d'Île-de-France. Donc, on est un organisme associé de la région qui a pour vocation d'accompagner la politique numérique régionale sur différents aspects. On accompagne le pôle numérique de la région dans le cadre de la mise en œuvre de ces appels à projets. On les accompagne aussi en sens inverse, c'est-à-dire en sens bottom-up, puisqu'on est des acteurs de terrain, on est au contact du changement et on peut leur faire remonter les informations depuis le terrain pour qu'ils puissent ensuite prendre les décisions adéquates. Et on a une troisième mission qui est l'accompagnement des entreprises dans le cadre de leur transition numérique. Donc, qu'est-ce que le numérique ? Le numérique, c'est un tas de possibilités qui est ouvert grâce aux usages d'Internet. Le numérique, il remet en question les modèles économiques des entreprises au niveau de la chaîne de valeur, des environnements concurrentiels, des organisations, du fonctionnement de l'entreprise. Il remet en cause les métiers, les modes de travail, les modes de collaboration, la vie quotidienne des salariés. Et on constate qu'en France, on va faire un peu de French bashing, la France est en 25e position mondiale si on considère la numérisation de ses entreprises. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même 57% des entreprises françaises qui identifient le numérique comme un axe stratégique à moyen terme. Malheureusement, il n'y a que 36% de ces entreprises qui ont formalisé une stratégie adaptée. Donc attention, une transformation numérique, c'est pas investir dans un site web ou dans un site web de e-commerce uniquement. C'est vraiment se remettre en question de A à Z, prendre en compte une nouvelle concurrence, s'inspirer des nouveaux modèles de fonctionnement des entreprises, donc des fonctionnements des startups, pour rentrer dans la course à l'innovation. Et en fait, la majorité des aides publiques dites numériques, aides publiques et privées d'ailleurs, financent l'innovation et la restructuration plus que l'investissement dans des outils numériques en propre. Et comme les fonds publics ne suffisent pas, bien souvent, comme il s'agit de transformations qui sont très très globales, il ne faut pas hésiter à envisager la recapitalisation de l'entreprise pour arriver à ses fins et à changer son business model pour devenir meilleur, plus concurrentiel. Il y a différents enjeux en termes, quand on parle de numérique, de numérisation. Un premier enjeu, c'est les relations avec les salariés. Donc en fait, vos salariés, ils sont usagers du numérique tous les jours. Et en fait, si on les intègre aux décisions de l'entreprise, ils peuvent devenir véritablement le moteur de la transformation numérique, que ce soit les salariés qualifiés ou non qualifiés d'ailleurs. Parce que ces gens-là, en plus, connaissent bien l'entreprise, connaissent bien ses métiers, connaissent bien les usages qu'ils ont du numérique et ils peuvent faire remonter tout un tas d'idées. Et comment est-ce qu'on peut organiser ça ? Eh bien, éventuellement en offrant des conditions de travail meilleures. Donc on peut, dans certains cas, quand c'est possible, envisager des solutions de télétravail. On peut former ses salariés, notamment former ses salariés au numérique. Et on peut les intégrer dans les processus d'innovation. Par exemple, en instaurant un système de transparence de l'entreprise et de ses décisions. Et certaines entreprises ont pris la décision de créer des petits incubateurs au sein même de l'entreprise, de manière à ce que les salariés puissent venir bosser dans l'entreprise sur un projet personnel, lié ou non à l'entreprise. Et de ces projets-là peuvent naître des idées qui vont être reprises par l'entrepreneur et qui vont être très, 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 très importantes pour l'avenir de la société. Si on veut utiliser un gros mot, c'est ce qu'on appelle l'innovation Jugaad. C'est une forme d'innovation qui a été nommée de la sorte en Inde parce qu'ils font en fait, ils ont des innovations de rupture très importantes à partir de très 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 peu de moyens. Et ces innovations viennent vraiment du bas et pas des ingénieurs. Il y a d'autres enjeux qui sont importants avec le numérique. C'est le focus client renforcé. Votre client, il interagit avec vous, que vous soyez une entreprise B2B ou une entreprise B2C. En fait, le modèle est transformé. Le client, il va vous demander plus de réactivité,
il va vous demander plus de personnalisation du service et vous allez avoir des retours de sa part. Donc, même quand vous êtes une entreprise B2B, vous allez être en contact direct avec l'utilisateur final. Et là, c'est ce qu'on appelle le B2B2C. Et puis, en sens inverse, le client, il va laisser des datas sur le web. Et ces datas, vous pouvez les utiliser, par exemple, en investissant dans un CRM, en montant des statistiques. Mais là, ce n'est pas seulement le logiciel qui va faire le travail, c'est le pôle marketing, où dans certains cas, le pôle marketing n'existe pas. Donc, il va falloir créer ce pôle marketing pour utiliser le logiciel et le rendre utile. Voilà. Et puis vous pouvez également utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une énorme base de données concernant vos clients et ils peuvent faire des retours positifs ou négatifs sur votre offre. Et vous pouvez communiquer énormément de choses sur vos offres, mais également établir une veille concurrentielle puisque en fait, vous avez accès aux données de vos concurrents via ces réseaux sociaux. Et puis, le numérique, c'est aussi une collaboration amplifiée. On peut mettre au point des systèmes d'open innovation. C'est-à-dire qu'avant, dans une entreprise, il y avait un pôle innovation avec un directeur technique, des équipes qui travaillaient sur une innovation en système fermé de manière à ce que les informations restent confidentielles. Aujourd'hui, on peut inviter tout un tas de gens à venir travailler autour d'une innovation sur une plateforme. Et puis, le numérique, ça demande de l'agilité. Les startups, elles réussissent, pourquoi ? Parce qu'elles sont agiles. Elles lancent rapidement leurs produits, quitte à se planter et à recommencer derrière. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer parce que sinon, les entreprises traditionnelles vont se faire planter par les startups. Et puis, il y a aussi l'enjeu du renouvellement de produits. Donc maintenant, il y a des nouveaux objets. Tous les objets ne s'y prêtent pas, mais certains se prêtent à l'intégration de capteurs de manière à les transformer en objets dits connectés. Donc, par exemple, la balance WeThings, c'est un objet connecté. Elle intègre des capteurs de poids qui vont transférer directement mes données sur une application en ligne ou sur mon smartphone de manière à me proposer un service derrière. Et ce qui compte avec les capteurs, c'est pas tellement le capteur, c'est pas tellement le fait que ce soit connecté et que l'information, je le lis sur mon smartphone et plus sur ma balance. Ce qui compte, c'est le service que va me proposer WeThings derrière. Un service de coaching personnalisé, un suivi de ma santé en ligne, avec un document qui va être montrable à mon médecin, à mon infirmière, enfin peu importe. Dans le renouvellement de produits, il faut également penser justement à ces prestations dématérialisées, en lien ou non avec un objet connecté. Par exemple, des applications mobiles vous proposent un service personnalisé. Quand vous avez un podomètre sur votre téléphone portable, c'est un service personnalisé. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la personnalisation de masse. Avec la naissance des imprimantes 3D, on peut prototyper des objets très très rapidement. On peut proposer un fichier qui est un fichier générique que les gens peuvent personnaliser un tout petit peu. Et ensuite, on imprime leur objet de manière à ce qu'ils aient un objet de masse, mais un peu personnalisé. La robotisation, c'est aussi un élément qui est relativement important à prendre en compte, même si elle est déjà en cours. Et puis, en termes de production, donc on peut avoir, grâce aux capteurs, encore une fois, une maintenance prédictive. Donc, on peut prédire les pannes et éviter du retard. On peut utiliser des plateformes cloud pour que les différentes filiales d'un groupe puissent se parler et utiliser les mêmes process internes. Ça va avec la dématérialisation des échanges et des processus de l'entreprise. Donc, à la place d'envoyer une facture et d'attendre le retour de la facture avec le chèque qui va avec, eh bien, vous pouvez envoyer la facture par mail et puis recevoir le paiement dans la foulée via un système comme PayPal ou un paiement par carte bancaire en ligne. Et puis, encore une fois, il y a cette question du big data. Le big data, c'est comment je vais piocher les données sur mes clients sur le web, sur mes concurrents sur le web, et comment est-ce que je les utilise ? Via mon cerveau ou via un logiciel. Et ce, de manière à optimiser mes offres, à optimiser les prix de mes produits et même à optimiser ma production. Parce que si je sais exactement combien vont être mes clients et à quelle période, je vais éviter les surproductions et les stocks inutiles. Donc,
j'ai prévu de vous présenter un exemple concret très très rapidement. SEB a engagé une révolution numérique au sein de son entreprise. Donc ils ont engagé un processus de R&D qui est centré sur des solutions innovantes. Donc ils intègrent dans leurs appareils de cuisson un certain nombre de capteurs. Et puis ces capteurs sont reliés à des logiciels. Le tout sur une plateforme qui est ouverte de manière à ce que tout un tas d'entrepreneurs puissent venir proposer des applications en lien avec les capteurs de la machine SEB pour vous aider à mieux vous alimenter, à avoir des informations sur la qualité nutritionnelle des aliments que vous allez ingérer, etc. Et puis, cette plateforme s'appelle Open Food System. Donc, SEB, ils auraient pu tout à fait créer une plateforme et des applications propres. Ça leur aurait coûté cher en application. Et puis, surtout, ils seraient restés sur un système assez basique où ils proposent un truc du haut et puis les gens se l'approprient. Et là, ils ont complètement ouvert leur système. Et là, on peut dire qu'ils se sont réappropriés les usages du numérique tels qu'ils sont envisagés par des populations plus geeks pour moderniser leur entreprise, leur fonctionnement et revenir dans la course à la concurrence. Donc, bien sûr, tout ça n'est pas facile à mettre en place. Il y a un certain nombre de freins qui sont identifiés, à commencer par les coûts. Restructurer son entreprise, repenser le salariat, ça coûte cher. Il y a une résistance au changement aussi de la part des chefs d'entreprise, qui est relativement normale parce qu'ils sont sur un système qui fonctionne actuellement. Ils se demandent pourquoi ils doivent changer. C'est pas si évident que ça. Et puis, ils n'ont pas envie de se dire qu'une petite start-up de 3 salariés qui a pratiquement pas de capital va venir concurrencer une belle entreprise avec un capital, des salariés, un CA qui est stable, voire en croissance. Un autre problème aussi que rencontrent les entreprises, c'est que ça demande des compétences techniques que ces mêmes entreprises n'ont pas. Et puis des compétences RH, parce que comment recruter un bon directeur du numérique ou un bon développeur dans son entreprise quand on a l'habitude d'employer des ouvriers ou des responsables administratifs, ça devient très très compliqué. Donc là, il y a des actions publiques qui sont engagées. Donc on en parlera un peu après. Il y a aussi souvent un manque de volonté managériale parce qu'encore une fois, ça va ralentir le système pendant un temps pour l'améliorer ensuite, mais n'empêche qu'on n'a pas forcément envie de se priver d'un revenu pendant 6 mois en se disant que sur le long terme, ce sera mieux. Il y a une incertitude réglementaire et juridique, notamment sur les objets connectés en santé. On sait qu'il y a des réglementations actuelles. Les réglementations vont évoluer parce qu'il va falloir protéger les données des gens. Et c'est très très difficile de prévoir quelles vont être les nouvelles réglementations. Et puis il y a une absence d'offres adaptées sur le marché, c'est-à-dire que parfois, il va falloir développer des solutions en propre au sein d'une entreprise pour avoir la solution la plus adaptée. Il ne suffit pas d'acheter un ERP ou un CRM, il faut développer quelque chose avec un prestataire ou avec un salarié qui va être réellement utile à votre entreprise pour exploiter les données dont vous avez besoin. Bien sûr, les acteurs publics accompagnent ces changements-là. Donc l'État accompagne pour aider au développement des entreprises numériques. Il essaye de développer un environnement économique favorable. Donc, la France s'est engagée dans la création d'un grand incubateur au Alfraiciné. On a également créé une bourse French Tech et un label French Tech de manière à valoriser nos startups et nos entreprises numériques à l'international. Ils sont en train de structurer l'écosystème numérique de manière à ce qu'on s'y retrouve et que les startups ne soient plus isolées, mais soient reliées entre elles et vers le haut. Et puis, l'État intervient dans le financement de l'innovation et de la recherche, qui est la clé de tout. Donc, en 2009, il y a eu ce qu'on appelle le grand emprunt. Et dans le grand emprunt, dans la foulée, ont été lancés les programmes d'investissement à venir. Et le numérique, l'économie numérique, fait partie de ces investissements d'avenir. Donc l'État va mettre en œuvre des plans pour fournir une infrastructure très haut débit sur l'ensemble du territoire,
et puis permettre le développement des nouveaux usages pour les entreprises comme pour les ménages. Donc, il y a beaucoup de fonds qui ont été alloués. C'est pas forcément évident d'y accéder, il faut être un peu structuré. Les programmes d'investissement à venir, c'est plusieurs appels à projets nationaux, donc autour de thématiques. Donc il faut se renseigner pour savoir à quel moment la thématique sur laquelle vous aimeriez travailler va être proposée en appel à projet. Et puis ensuite, les projets sont évalués en jury d'experts indépendants, parfois internationaux. Et puis on va sélectionner les projets innovants à fort potentiel de croissance. Donc c'est comme ça que la sélection va se passer. Il y a des choses qui sont un peu plus accessibles aussi et qui ont été mises en œuvre déjà en 2004, qui sont les pôles de compétitivité. Et les pôles de compétitivité, ils sont là pour essayer de casser les barrières entre les grands groupes, les laboratoires de recherche, les écoles et les startups, de manière à ce que les grands groupes puissent profiter de l'effervescence des startups et s'inspirer de leur mode de fonctionnement, et que les startups puissent profiter de l'expérience des groupes pour grandir et recevoir éventuellement des investissements. Parce qu'une étape importante pour une start-up peut être d'être achetée par un grand groupe. Donc, une start-up, elle est là pour développer une solution où ils réussissent et ils deviennent eux-mêmes un grand groupe, ou ils réussissent d'une autre manière en se faisant racheter par un grand groupe. Donc les missions des pôles de compète, c'est de mettre en relation les PME, les ETI, les grands groupes, les investisseurs aussi, les écoles et les universités, pour développer la R&D et accompagner la mise sur le marché de nouveaux produits, services ou procédés issus des résultats des projets de recherche. Donc l'idée des pôles, c'est pas seulement de lancer des projets de recherche, c'est ensuite d'accompagner la mise sur le marché. Et puis d'aider les entreprises à aller chercher des partenariats internationaux ou des financements européens. Donc il y a 2 pôles de compétitivité numérique en Île-de-France que sont Cap Digital. Cap Digital, ils travaillent plutôt sur les aspects usage numérique et systématique. Eux, ils sont plutôt sur le hardware, la technique, le dur, par exemple le smartphone. Alors que Cap Digital, ils vont travailler plutôt sur la promotion d'une start-up qui fabrique une plateforme d'apprentissage en ligne, par exemple. Il y a également un autre programme de l'État qui intervient à un autre niveau pour les entreprises, qui s'appelle Captronic. Et là, l'idée, c'est d'aider les entreprises à dépasser les verrous technologiques. Et quand on veut investir dans le numérique, des fois, il faut acheter une nouvelle machine ou investir dans un nouveau logiciel. Ce logiciel n'existe pas toujours. On ne sait pas toujours de quoi on a besoin. Et les ingénieurs de Captronic vont vous aider à trouver un prestataire qui va identifier ce dont vous avez besoin, identifier un prestataire qui est capable ou de vous fournir le service demandé ou de le développer pour vous. Et c'est un investissement moindre puisqu'en fait, vous payez un abonnement de 500 € à Captronic, qui est un paiement un peu symbolique. Et derrière, ce prestataire est financé par le programme Captronic, qui lui-même est financé par l'État. Donc ça s'adresse aux PME, aux ETI. Ils proposent des formations, des mises en relation avec des prestataires de services qui seront ensuite payés par le programme. Donc pour y accéder, c'est relativement simple. Vous allez sur le site de Captronic et puis vous prenez rendez-vous avec votre responsable secteur, sachant que Captronic, ils sont organisés en secteurs géographiques. Donc par exemple, si vous êtes dans le 77, vous cherchez à prendre contact avec l'ingénieur qui s'occupe du 77. Et puis au niveau de l'État, ensuite, il y a un certain nombre de politiques incitatives, donc qui ne sont pas forcément des politiques directement adressées aux entreprises, mais qui sont là pour inciter les entreprises à se numériser, à changer. Donc, par exemple, le fait de proposer une fiscalité en ligne, ça permet d'inciter les entreprises à utiliser des services administratifs en ligne. De même pour les appels d'offres publics qui sont en ligne, l'État met dans le cadre de sa politique Open Data un certain nombre de données
en ligne accessibles à tout le monde et qui peuvent être utilisés pour monter un business ou un nouveau projet ou une nouvelle application sur le forum Etalab. Il y a également un investissement sur des formations massives en ligne qu'on appelle les MOOC. Donc, l'État finance France Université Numérique. Et là, vous avez des modules de cours qui sont accessibles à tous. Alors, sur des thématiques numériques, sur des thématiques non numériques. Toujours est-il que, faute de pouvoir investir dans la formation, vous pouvez au moins proposer à vos salariés de suivre une formation numérique en ligne gratuitement sur la plateforme Fun. Il y a également le crédit impôt recherche qui est là pour inciter les entreprises à innover, y compris sur le côté numérique. Et puis, à terme, il y aura une mise en place d'un programme transition numérique où là, l'État va organiser un réseau de conseillers numériques. Donc, je pense que les conseillers numériques territoriaux que nous sommes vont être regroupés dans un réseau au sein du ministère. Et puis, l'État mettra à disposition des entreprises des supports de formation à la fois pour ses conseillers, pour les entreprises et puis pour les conseillers privés qui vont agir pour aider les entreprises traditionnelles à se numériser. À un deuxième niveau, c'est la région qui intervient. La région, alors parfois il y a des dispositifs qui sont communs entre État et région, mais la région intervient beaucoup. Alors pas toujours sous forme de subvention, parce qu'en fait, il faut bien savoir qu'une subvention, elle est faite pour accompagner une politique publique forte dans un secteur donné. Donc par exemple, au niveau de la région Île-de-France, la politique publique forte qu'on soutient sur le numérique, c'est la création d'espaces de coworking ou de tiers-lieux. Ce sont des espaces qui sont des espaces locaux où les gens peuvent venir travailler, voire dans certains cas fabriquer, créer de nouveaux objets et créer des business, créer des relations entre eux. Donc ça, c'est une politique forte de la région. Et pour ça, il y a des subventions. Il y a d'autres subventions qui s'adressent aux entreprises qui sont apprentic. Donc apprentic, c'est le subventionnement du salaire d'un apprenti pour donner aux entreprises une ressource supplémentaire dans le cadre d'un programme d'investissement numérique. Donc si vous vous lancez dans le e-commerce, parfois, quand vous êtes une PME, il vous manque une ressource. Et un apprenti, avec son vécu personnel et ses études, peut vous aider à mettre en place ce projet. Il y a un autre appel à projet sous forme de subvention qui s'appelle e-mutualisation, qui est un appel à projet au long cours. Donc vous pouvez déposer des projets toute l'année. Et là, l'idée, c'est pas de payer un investissement numérique ou un site web pour une entreprise. L'idée, c'est de dire, voilà, il y a des fédérations d'entreprises qui peuvent investir massivement dans le numérique et en faire profiter tous leurs adhérents. Et là, la région intervient dans le financement de ces projets-là. Il y a un appel à projet donc, qui est destiné également aux entreprises individuelles, qui n'est pas uniquement numérique, qui s'appelle PMUp. Et PMUp, l'idée, c'est de financer le développement, l'innovation, l'internationalisation d'une entreprise. Et comme on sait que tout ça passe par le web, les investissements dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont financés. Il y a également d'autres subventions, donc il y a quand même pas mal de dispositifs, c'est pas évident de se repérer. Donc pour Apprentic et mutualisation, il faut venir voir la fonderie. Pour PMUp, il faut prendre directement contact avec la région. Et puis pour les 4 autres appels à projets que je vais vous présenter, il faut aller voir un gros organisme qui s'appelle Paris Région Entreprise. Vous allez sur la plateforme, vous téléchargez un pré-dossier que vous enverrez ensuite au contact générique qui va transférer votre dossier à un conseiller référent sur votre secteur géographique qui reprendra contact avec vous en général dans les 15 jours. Et là, les aides qui transitent par le PRE sont des aides à l'innovation. Donc AIMA et AIR qui sont approximativement les mêmes aides, qui sont ce qu'on appelle des aides à la maturation. Donc là, ça vous finance un projet. Ça peut financer le projet d'une start-up, mais ça peut également financer le projet d'innovation d'une PME déjà établie ou d'une ETI. AIR, c'est exactement la même chose, mais quand il y a une innovation dite responsable, c'est-à-dire que
l'entreprise va prendre en compte un certain nombre de paramètres pour proposer une innovation dite responsable, donc qui aura le moins d'impact possible sur l'environnement, sur la société, sur la santé des gens. Il y a une aide aussi qui s'appelle AIXP, donc c'est expérimentation in situ et in vivo. Et là, l'idée, c'est, en partenariat avec une collectivité territoriale, de porter un projet expérimental. Donc, par exemple, vous avez créé un glucomètre connecté. Vous voulez le tester sur le territoire du 77 avec la sécurité sociale, les hôpitaux, les médecins du 77. Eh bien, vous montez un appel à projet AIXP pour financer cette expérimentation. Et puis, il y a aussi une autre aide qui s'appelle qui s'appelle la PTR. C'est un nom un peu barbare, mais ça vous paye une prestation de service pour la mise au point d'une innovation. Donc, par exemple, si vous êtes en train de travailler sur ce projet de glucomètre connecté, la PTR, elle va venir payer la prestation de service d'un designer de manière à ce que votre objet que vous allez mettre sur le marché soit le mieux designé possible. Elle peut également payer un prestataire développeur pour que la connexion soit complètement optimisée. Et puis, il y a une chose qu'il faut savoir sur les subventions, c'est que les subventions, elles ne financent qu'une partie de l'investissement initial. Donc, en général, c'est 50%. Dans des cas exceptionnels, on finance jusqu'à 80% de l'investissement. Et puis, quand on veut investir dans un site web ou dans un outil, il y a des outils alternatifs, par exemple, que sont les prêts d'honneur ou les prêts bonifiés qui sont proposés ou par des instituts privés ou par la région accompagnée de BPI. On en parlera un peu plus tard. Il y a des systèmes d'avance remboursables qui sont proposés aussi. Il y a une possibilité d'intervention au capital de la société ou par des acteurs privés ou par des acteurs publics. Et puis BPI et la région vous proposent aussi des garanties bancaires pour obtenir des prêts privés. Donc ces types de financement se proposent vraiment comme des alternatives aux subventions. Et l'avantage qu'elles ont, c'est elles vous permettent d'accéder rapidement au financement. Parce qu'en général, vous prenez contact, vous avez un rendez-vous dans les 15 jours. Le temps est plus rapide que le temps de la subvention. Le temps de la subvention, il y a ouverture de l'appel à projet, puis réception des dossiers, clôture de l'appel à projet, jury. Post-jury, les résultats doivent passer en commission donc, et les résultats ne seront communiqués qu'après la commission. Et puis en plus, pendant ce temps-là, on vous oblige à ne pas avoir avancé sur votre projet. Donc c'est des coups de pouce qui sont non négligeables, mais ce n'est pas une solution de financement rapide. Au-delà des subventions, la région a investi dans un programme qui s'appelle Paris Région Entreprise. Paris Région Entreprise, alors c'est compliqué parce que c'est confus. Il y a un gros organisme associé qui s'appelle Paris Région Entreprise et d'ailleurs qui dirige le programme Paris Région Entreprise auquel sont associés 2 autres organismes de la région que sont le lieu du design et la fonderie. Donc l'idée, c'est de mettre ensemble tout un tas de compétences au service des entreprises pour leur permettre de croître beaucoup plus rapidement, d'accélérer leur processus, d'accélérer les décisions, que ce soit au niveau de l'innovation, du développement durable, de l'international, du design, de la propriété intellectuelle ou encore du numérique. Et là, c'est un programme qui s'adresse aux PME, PMI à fort potentiel qui ont été sélectionnés par le groupe Paris Région Entreprise. Donc c'est eux qui vont vous appeler parce qu'ils vous auront identifié comme une PME ou comme une PMI à fort potentiel de croissance et ils penseront qu'ils ont une possibilité de vous aider à accéder aux subventions, à accéder aux marchés internationaux, à accéder aux services de la fonderie aussi pour être accompagnés dans le cadre de cette transformation numérique. La fonderie, dans le cadre de ce gros Paris Région Entreprise, puisqu'ici on est là pour parler numérique,
elle est là pour vraiment vous accompagner dans votre transition numérique. Donc, on peut conseiller les entreprises dans leur recherche de solutions. Donc, recherche de solutions, ça peut être une entreprise qui veut investir dans un outil de gestion, dans un outil de management de la clientèle, qui se pose des questions quant aux usages des réseaux sociaux, par exemple. On peut vous aider à rechercher des prestataires. Si vous êtes en train de refaire votre site web ou d'investir dans le e-commerce, nous, on est là pour parler de votre projet. Et puis, quand vous êtes en galère pour trouver un prestat de confiance qui va bosser correctement, nous, on est là pour vous aider et vous fournir une liste de 3-4 prestataires qu'on aura identifiés et qui pourraient répondre à vos besoins. On vous soutient également dans votre recherche de financement, parce que si on connaît votre projet et qu'on sait qu'il est stratégique, on peut toujours appuyer au sein des organes de financement et également vous aider à remplir vos dossiers de subvention, notamment Apprentic, et vous pousser à monter un dossier mutualisation lorsque vous faites partie d'une fédération d'entreprises et que cette fédération pourrait porter un mutualisation. Et puis, le dur du problème, c'est qu'on est là pour vous accompagner sur le concret, mais également pour questionner vos business models quand cela est nécessaire. C'est-à-dire vous dire, attention, sur ce secteur, vous risquez d'être concurrencé par des startups qui sont déjà présentes ou qui sont en création. Donc, on peut vous suggérer des innovations, on peut vous faire venir aussi dans nos locaux pour vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab, qu'est-ce que c'est que l'open data, qu'est-ce que sont les outils numériques en vogue, comment fonctionne une imprimante 3D, etc. On a un petit showroom dans nos bâtiments. Et puis, on est là pour répondre à vos questions, vous mettre en relation avec les bonnes personnes, suivre l'avancement de vos projets. Et puis, notre rôle, ça ne va pas être forcément de vous transformer en un an, mais ça va être de semer une petite graine dans votre tête qui va germer et puis qui vous permettra, alors que vous avez le nez dans le guidon, que vous êtes occupé par tout un tas de priorités qui sont légitimes quand on est chef d'entreprise, va semer la petite graine qui vous permettra de penser votre futur. Il y a 2 autres aides régionales qui sont alors des aides un peu spécifiques puisqu'on parlait des investissements capitaux. Donc il y a un Cap Décisif. Donc Cap Décisif, c'est le fonds d'investissement de la Banque publique d'investissement, donc de l'État et de la région. Cap Décisif, ils ont un fonds de roulement de 17 millions d'euros et ils peuvent intervenir au capital d'une société de 0,5 à 1,5 million d'euros, un peu comme un business angel ou un capital risqueur, mais qui serait public. Donc ça, vous y avez accès via BPI. Et puis, il y a un autre organisme de financement du même type qui s'appelle Île-de-France Capital, que vous pouvez contacter via le site de Île-de-France Capital et qui, pareil, peut investir au capital d'une société entre 100 000 et 1 million. Donc, là, ce sont des solutions qui ont été créées face au manque de capital risqueur en France. En fait, on s'est rendu compte que c'était relativement facile de trouver des petits financements entre 30 000 et 150 000 euros. BPI fait ça très bien. Alors, je ne sais pas si c'est facile, mais en tout cas, il existe des gros financements. Les financements au-delà d'1,5 million sont trouvables parce qu'en général, quand on va chercher des financements de ce type, on a une société qui est déjà un peu évoluée, qui inspire confiance à ses investisseurs et on n'a pas de problème. Et on rencontre des problèmes quand on cherche des investissements entre 100 000 et 1,5 million parce que là, il n'y a personne. Et l'État et la région sont là pour venir suppléer ce manque. Si vous posez d'autres questions, évidemment, quand vous investissez dans le numérique, ça concerne, comme c'est un thème qui est un peu transversal, vous pouvez toucher parfois à l'ESS, vous pouvez toucher à l'innovation, vous pouvez toucher au développement des entreprises, et tout un tas d'aides régionales sont en fait accessibles. Donc je vous conseille de consulter le site Créer sa boîte, qui est un site web gratuit, qui est un site web public et qui présente les différents financements qui sont accessibles en fonction de la nature de l'activité, du stade d'avancement de votre entreprise,
du statut de votre entreprise, parce qu'il existe des aides aux associations, des aides au SCOP, des aides aux entreprises type SARL ou SAS. C'est pas forcément les mêmes. Et puis en fonction du montant d'intervention nécessaire. Donc là, vous cochez les cases qui vous concernent et puis le site vous fait un espèce de tri de toutes les aides et vous dit, voilà, en fonction des critères que vous avez enregistrés, vous avez accès à ça, à ça, à ça et à ça. Et puis enfin, la région soutient des initiatives associatives et privées comme le NUMA, qui est un grand espace de coworking et un incubateur au sein de la ville de Paris. Donc là, il y a un foisonnement de start-up, un foisonnement de projets, d'indépendants ou de non-indépendants. Et ça peut être très intéressant de venir s'en inspirer. Il y a également un certain nombre d'événements qui sont organisés là-bas autour de thématiques numériques comme la e-santé, l'e-agriculture, les transformations numériques de l'éducation, l'open cartographie. Enfin, il y a vraiment tout un tas de sujets qui sont abordés. Et puis, évidemment, la région est partenaire des événements qui sont structurants dans l'écosystème numérique. Donc, par exemple, la Paris Games Week qui a eu lieu la semaine dernière. Donc, comme je vous le disais, il y a aussi des aides qui sont mixtes. Alors, ça commence à faire beaucoup d'aides, je vous le reconnais, mais on m'a demandé de faire un atelier un peu pratico-pratique qui puisse être utile à tous. Donc, les aides qui sont mixtes, ce sont les aides qui sont accessibles via la Banque publique d'investissement, donc BPI, qui est issue de la fusion de la Caisse des dépôts et de OSEO. Donc, la Caisse des dépôts, c'est l'organisme de financement en capital des gros projets au niveau de l'État. Et OSEO propose tout un tas de solutions de financement qui passent du prêt bonifié au prêt à taux zéro, à l'avance remboursable, avec un peu de subvention parfois. Et là, l'idée, c'est d'accéder à un financement un peu rapide. Donc, il faut aller les voir. Si vous avez un projet, vous allez rencontrer un conseiller. En fonction de votre projet, de son état d'avancement, etc., il vous fera remplir le bon dossier. Ce n'est pas la peine de remplir 150 dossiers chez eux. Vous rencontrez le conseiller et il vous fera vraiment remplir le dossier qui concerne l'aide auquel vous êtes éligible dans un cas X. Donc, il y a des aides qui sont cofinancées. Donc, AIEMA, AIR, AIXP, donc, qui sont gérées par la région, elles sont cofinancées par BPI. Et puis, il y a des aides à l'innovation et des aides qui sont spécifiques au numérique, puisque BPI propose un prêt numérique. Donc, c'est un prêt bonifié par l'État pour des programmes d'investissement qui intègrent des technologies du numérique, de manière à accélérer la croissance et la compétitivité de votre entreprise. Donc là, ce qu'il faudra, c'est vraiment démontrer en quoi votre projet numérique va vous permettre d'accélérer votre croissance et d'être plus compétitif sur les marchés nationaux et internationaux. On ne financera pas un site web vitrine, même si on sait que c'est utile. Voilà. Donc, c'est accessible aux PME ou ETI indépendantes. Et ce prêt numérique, il propose des sommes entre 200 000 et 3 millions d'euros quand même. Donc, ça vous permet d'engager des grosses réformes, comme celles dont on parlait au début de l'intervention. Et le PPDI, donc le PPDI, c'est ce qu'on appelle PPD Inno. C'est un espèce de prêt aussi qui est proposé par BPI et qui vous apporte une solution de financement pour la première commercialisation d'un produit innovant, que ce soit une innovation de service ou une innovation d'usage. Là, on ne vous demande pas d'avoir une innovation technologique en lien avec le numérique. Si vous êtes un projet innovant qui utilise le numérique, vous avez le droit à un PPD Inno. Le PPD Inno, il propose des sommes entre 30 000 et 200 000 euros. Et ces aides-là, elles sont accessibles aux petites entreprises franciliennes en création ou en développement. Donc les entreprises de moins de 3 ans et de plus de 3 ans. Donc, c'est une formule qui est assez souple.
Ensuite, il y a d'autres acteurs qui prennent le relais, qui sont les villes et les départements. Donc, les départements peuvent proposer des plans de revitalisation. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Les plans de revitalisation, ce sont des plans financiers sous forme de subventions, de prêts, de fonds, enfin peu importe, qui permettent à des entreprises des secteurs traditionnels qui emploient beaucoup de personnes de se restructurer de manière à créer des nouveaux emplois. Donc là, on finance les nouveaux emplois via les plans de revitalisation. Donc ça concerne notamment les sociétés qui étaient en plan de sauvegarde d'emploi et qui doivent se repenser complètement pour de nouveau recréer de l'emploi. Et là, chaque collectivité propose son plan de revitalisation. Alors en fonction des collectivités, je vous dis, c'est sous forme de subventions, ça peut être sous forme de prêts, ça peut être sous forme d'avances remboursables. En tout cas, l'État, via les collectivités, vient soutenir vos projets de restructuration pour vous donner les fonds tout de suite dont vous avez besoin pour agir très vite. Il y a certains départements aussi, alors sur des sommes qui sont beaucoup plus modiques, puisque là, on parle plutôt de 30 000 euros. Il y a certains départements qui proposent ce qu'on appelle l'aide e-transformation. Donc là, c'est une aide qui est disponible dans les départements de Seine-et-Marne et des Yvelines. Et en Seine-et-Marne et dans les Yvelines, il y a un appel à projet à l'issue duquel vous obtenez une subvention de 30 000 euros pour mettre en place, par exemple, un site de e-commerce, un outil de gestion de production, un outil de gestion de la clientèle, un CRM, ou autre. Voilà. Pour les obtenir, il faut se renseigner auprès de Seine-et-Marne Développement pour la Seine-et-Marne et Yvelines Entreprises Numériques pour les Yvelines. C'est la seule aide à l'investissement numérique sur des choses petites. C'est la seule aide qui vous finance du matériel numérique ou du logiciel en pratique, comme vous en avez besoin en général. Il y a la ville de Paris aussi qui investit dans les incubateurs avec le Paris Region Lab. Donc là, c'est ville de Paris et région. L'idée, c'est de proposer aux jeunes entreprises ou aux porteurs de projets d'une entreprise de développer un projet propre en étant accompagné et subventionné via une aide qui s'appelle Paris Initiative Amorçage. Enfin, si vous voulez subventionner vos projets numériques ou accéder à des financements, vous avez des réseaux privés qui sont dispo, que sont les réseaux Entreprendre. Donc, les réseaux Entreprendre, c'est pour les entreprises en création, avec une perspective de création d'emplois. Ça, c'est très important parce que sinon, ils ne financent pas. Ils vous proposent des solutions qui sont des prêts d'honneur de 30 000 euros par associé. Et ils vous mettent à disposition un tuteur et leur réseau. Donc, la philosophie du réseau Entreprendre ne se situe pas autour du financement pur, mais vraiment autour de la mise en réseau, de la mise à disposition de compétences d'entrepreneurs qualifiés, expérimentés, pour vous aider à monter votre projet et à aller le plus loin possible. Vous avez également le réseau France Initiative, donc qui est financé également par le système public, qui propose également des prêts d'honneur, 30 000 euros par associé. Mais là, le simple fait de créer son emploi à soi-même suffit et aucune innovation technologique n'est requise. Donc, par exemple, si vous voulez créer votre salon de coiffure, vous pouvez aller voir le réseau France Initiative. Et le réseau France Initiative propose une aide spécifique pour les gens qui ont un projet qui implique de la R&D et de l'innovation technologique qui s'appelle Scientipôle. Donc là, toujours pareil, 30 000 euros par associé. Mais là, il y a de nouveau une condition de création d'emploi derrière.
Enfin, il y a un petit outil donc, qui est mis à disposition qui s'appelle le bureau de gestion. Et là, le bureau de gestion, il s'adresse essentiellement aux demandeurs d'emploi, aux salariés, aux jeunes, aux étudiants, aux retraités. En fait, aux gens qui veulent monter un projet d'entreprise, qui ne savent pas trop bien comment commencer, qui ont besoin de conseils, de formation, qui ne connaissent pas le système des financements publics, qui ne connaissent pas le système des financements privés. Et là, le bureau de gestion intervient. Donc déjà pour questionner votre capacité et votre volonté de devenir entrepreneur. Et ensuite pour vous aiguiller dans l'écosystème de la création des aides à la création d'entreprises. Il vous aide aussi à accéder aux prêts bancaires et il vous aiguille dans les démarches type prêt NACRE qui sont absolument pas évidentes pour tout le monde. Donc là, pour y accéder, il faut prendre contact avec le bureau de gestion de votre département. La prestation est payante, mais ce sont des sommes qui sont relativement modiques puisque ces organismes-là sont subventionnés par les pouvoirs publics. Donc ce sont plutôt des sommes symboliques à payer plus que des réelles sommes à investir. On en a fini avec ce grand tour des aides publiques au soutien du numérique. Je suis désolée, ça a peut-être été un peu pénible. Mais tout ça pour dire que le numérique, c'est vraiment quelque chose de structurant, qu'il faut l'intégrer dans son business plan le plus tôt possible parce qu'il remet tout en cause. Il remet vraiment les modèles économiques en cause de manière générale. Les acteurs publics soutiennent les startups, la restructuration des entreprises traditionnelles via des financements, via de l'accompagnement, via des mises en réseau. Donc il ne faut pas hésiter à aller solliciter ces acteurs publics. Et puis surtout continuer à penser que les acteurs publics vont pouvoir vous conseiller, vous aider, vous accompagner dans votre transition numérique, en vous faisant découvrir de nouveaux usages, en vous mettant en relation avec d'autres gens pour vous ouvrir l'esprit. Mais que derrière, quand il y a un projet qui implique une grosse restructuration, parfois il faut faire appel à de la subvention, à du prêt et à de l'investissement en capital, de manière à pouvoir investir de manière massive dans la transformation. Je vous remercie.